Moanda, la seule ville de la RDC où se passent les activités pétrolières des grandes envergures depuis plus de 30 ans. Que serait Moanda sans le pétrole? À quoi ressemble Moanda à l'heure du pétrole? Peut-on imaginer un monde sans pétrole? Bientôt, retrouvez la conférence scientifique Moanda après pétrole, deuxième édition, le 26 octobre à Moanda, dans la province du Congo central. Moanda après pétrole, un cadre de réflexion sur l'avenir énergétique de cette partie de la RDC et les notions du développement durable. Visitez Moanda, participez à cette activité. Contactez +243 82 03 49 725 fhydrocar@gmail.com focus-hydrocarbure.org. Moanda mérite mieux. Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, elles sont donc épuisables. Mais quelles alternatives mettre en place après l'exploitation ou après l'épuisement de ces ressources naturelles telles que les bois, les minerais ou encore les pétroles? Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine, votre émission de questions environnementales et de développement durable. Cette production va devoir s'atteler aujourd'hui sur les ressources pétrolières ou peut-être les ressources pétrolifères. On va en savoir un peu plus avec l'expert que nous avons reçu dans cette émission. Et il s'agit donc de l'ingénieur Pipito Sakasaka. Ingénieur, bonjour. Bonjour, monsieur Ruben. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, ingénieur, il y a eu une première édition de la conférence Moanda après pétrole. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition et c'est de cela que nous allons devoir parler donc, dans cette émission. Moanda après pétrole, pourquoi Moanda après pétrole? D'abord, merci à vous, merci à tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Pourquoi Moanda après pétrole? Parce que c'est quelque chose qui découle d'un constat. Le constat est de voir que nous sommes dotés d'immenses ressources pétrolières et gazières, mais Moanda ressemblerait à une ville moins viable. Le constat est que nous avons du potentiel au-delà même des ressources pétrolières, mais la RDC a du mal à décoller. Alors, qu'est-ce qui justifie ces paradoxes? Qu'est-ce qui justifie ces paradoxes? Alors, nous nous sommes dit, on doit réfléchir. On doit réfléchir pour y répondre à cette question aussi épineuse. Et en réfléchissant, on s'est rendu compte qu'il fallait créer un cadre approprié. Nous ne sommes pas les seules personnes qui se donnent le luxe d'aborder de telles questions. Nous avons juste pris le courage d'en faire un canal, un cadre, pour que les scientifiques, les politiques et les entreprises également s'unissent autour de cette question de l'après-pétrole. Pour réfléchir, que serait Moanda après pétrole? Et quand nous parlons de Moanda, bien sûr, mais nous voyons également le Congo central, parce que c'est dans cette province qu'on exploite le pétrole depuis plus de 30 ans. Et qu'est-ce qui justifie les contrastes? On exploite, mais d'un côté, il y a les sous-développements. Est-ce que c'est la malédiction des ressources naturelles ou il faudrait pousser plus loin nos réflexions pour arriver à déceler le faille et améliorer pour les jours à venir? Nous avons donc l'ingénieur Pipito Sakasaka, c'est en fait le prêtre du temple des hydrocarbures ou temple de l'énergie. C'est lui que nous recevons dans cette émission pour nous parler de cette deuxième édition de la conférence Moanda après pétrole. Vous l'avez entendu, Moanda après pétrole, il faut réfléchir sur ce que sera Moanda, ce que sera le Congo central, mais ça peut aussi être ce que sera la République démocratique du Congo après l'épuisement de toutes les ressources naturelles. C'est une réflexion un peu philosophique aussi. Oui. Parfois ça inquiète lorsqu'il faut réfléchir sur son lendemain. Lorsqu'un papa doit réfléchir quelle serait sa famille après sa disparition, ça suscite plusieurs émotions, mais c'est un impératif. C'est un impératif parce que les énergies fossiles sont appelées leurs intérêts est en train de diminuer aujourd'hui. La courbe de production mondiale est en train de diminuer, bien qu'il y a de nouveaux gisements qui sont découverts, voire même les investissements sont rares.
Alors face à toutes ces questions, nous sommes invités à proposer des solutions. Si hier, les autres ont réfléchi à notre place, nous avons hérité des conventions qui ont été signées par nos pères et nos ancêtres. Mais pour les jours à venir, nous devons prendre ce courage-là de réfléchir pour les générations futures. Et ce n'est pas un péché non plus. Ingénieur, Mwanda après pétrole, deuxième édition. Évidemment, il y a eu une première édition. Est-ce que nous pouvons faire un rappel historique de la première édition? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les recommandations qui ont été formulées? Est-ce qu'elles ont été appliquées? Que dire de la première édition avant d'entrer dans la deuxième? C'était une édition intéressante parce que les gens ont découvert enfin ces concepts, Mwanda après pétrole. Certains ont répondu, c'était une centaine de personnes, des cadres, des scientifiques et qui ont pris part. La société civile également a été représentée. C'était à Mwanda dans la salle Nacha pour ceux qui connaissent le territoire de Mwanda, non loin du rond-point tournant. Nous étions là. Nous avons réfléchi et quelques orientations ont été formulées. Parmi ces orientations, il y a également la mise en application de l'établissement qui doit gérer le fonds de génération future, comme l'article 19 de la loi portant le régime général des hydrocarbures, le STIPIL, l'article 19. Et hormis ça, il y a eu également d'autres suggestions telles qu'il soit créé au sein du territoire, de l'administration du territoire de Mwanda, un département où on pourra retrouver des scientifiques qui pourront réfléchir sur des questions du développement durable. On peut trouver des scientifiques de tous bords, pas seulement les originaires de Mwanda, mais ceux-là qui viendront, un tout petit peu un bureau d'études, qui pourra à chaque fois produire de l'intelligence. Et il y a eu d'autres initiatives telles que, lorsque nous parlons de l'électricité ou l'électrification de Mwanda, on doit penser également à la diversification des sources énergétiques. On peut bien compter sur le gaz qui est brûlé à la torche, on peut bien compter sur la biomasse, on peut bien compter sur l'hydroélectricité qui pourrait provenir de d'Inga et bien d'autres, l'éolienne, parce que la vitesse du vent est intéressante, et bien d'autres stratégies. Est-ce que nos résolutions ont été entendues, ont été appliquées? Non. Parce que nous sommes dans une phase où les gens devraient d'abord découvrir le concept. Et aujourd'hui, les gens sont en train de découvrir les concepts, bien que ça soulève beaucoup de débats. Mais nous allons continuer. Et parmi les recommandations, c'était d'organiser une deuxième édition et nous y sommes, avec espoir que nous serons entendus. Nous allons palper du doigt la création de cet établissement qui doit gérer la question de la génération future dans le secteur des hydrocarbures. Nous rêvons que cela sera créé. Nous sommes en train de rêver qu'au sein de l'administration, qu'il soit créé un département qui va réfléchir, produire de l'intelligence sur des questions qui concernent le développement durable. Mwanda est maintenant menacé par l'érosion côtière. Mwanda est menacé par les têtes d'érosion dans la ville. Et il y a plusieurs questions comme ça, la pollution qui dérange le mangrove et tant d'autres questions. Et nous sommes en train de pousser pour qu'un jour, toutes les recommandations soient également appliquées. Et les participants ont émis le vœu de voir se réaliser les recommandations de la deuxième table ronde. Il y a eu des résolutions, je crois plus de 200 résolutions, c'était intéressant, mais jusqu'à aujourd'hui, ces résolutions ont du mal à être appliquées et nous voulons parler jusqu'à ce que de telles intelligences, de telles initiatives soient également appliquées. Deuxième édition, c'est vrai, la première a vécu avec, comme vous l'avez dit, des recommandations, même si elles ne sont pas appliquées parce que c'est toujours un problème, un casse-tête dans des forums, dans des conférences. Après, il y a des recommandations, mais qui restent des fois lettres mortes. Alors, ingénieur, nous sommes à la deuxième édition de cette conférence après Mwanda, Mwanda après pétrole, disons. Qu'est-ce qui est prévu? Qui va intervenir? Qu'est-ce qui sera au menu d'abord? Qu'est-ce qui est prévu cette fois-là? Nous allons prendre l'axe la pêche et tourisme. Nous allons présenter les alternatives aux activités pétrolières, la pêche et le tourisme. Nous n'avons rien inventé. Parce qu'avant les activités pétrolières ne commencent à Mwanda, la ville existait. Et ces gens-là vivaient comment? De l'agriculture, de la pêche. Nous pouvons revenir à la case de départ pour bien redonner la vie à ces coins.
Ça sera ça la particularité. Plusieurs intervenants sont attendus de haute facture et nous éviterons peut-être aujourd'hui de citer les noms, mais nous pouvons rappeler les thématiques intéressantes qui seront abordées. Nous allons revenir sur le mécanisme de gestion et de création de cet établissement qui devrait gérer cette question de fonds de génération future dans le secteur des hydrocarbures. Nous allons... La loi en a prévu. Dans le fonds minier, ça existe et nous voulons que cela soit effectif également dans les hydrocarbures, comme la loi de 2015 en a prévu. Qu'est-ce qui bloque? Nous allons pousser pour que l'autorité puisse agir et que ces établissements puissent voir le jour. Nous allons également réfléchir autour de la question de la production pétrolière. Les gens, aujourd'hui, parfois, ils déclarent à tort ou à raison, la production pétrolière est marginale, la production pétrolière est au statico, 20 000, 22 000, 21 000, 25 000 barils. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chiffre est là, il est concret? Est-ce que le chiffre est concret? Est-ce que le chiffre est exact? Est-ce que il y aura quelqu'un, un expert qui pourra en parler et démontrer noir sur blanc parce qu'il a de l'expérience, il a travaillé chez Perenco, il a travaillé chez Surestrum et il a de l'expérience. Et hormis ça, il y a d'autres panélistes qui vont aborder des questions très intéressantes pour édifier et nous préparer à cette migration que nous le voulons ou pas de l'après-pétrole. L'après-pétrole à Mwanda, c'est donc de cela que nous sommes en train de parler, mesdames et messieurs. Et nous avons, pour vous le rappeler, le prêtre du temple de l'énergie, Focus Hydrocarbures. Avec lui, nous sommes en train de débattre donc sur cette question de l'après-pétrole à Mwanda. Ingénieur, vous l'avez déjà dit tantôt, à la première édition, il y a des recommandations qui ont été formulées, qui peinent à être appliquées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la deuxième édition de la conférence Mwanda après pétrole, vous avez pris des dispositions qui vont permettre à ce que ces recommandations soient appliquées et qu'il y ait peut-être un comité de suivi pour mettre en œuvre ces recommandations qui sortiront de cette deuxième édition de la conférence sur l'après-pétrole à Mwanda? Comme nous l'avons fait pour l'édition précédente, nous avons mené un lobbying. Et ces lobbying-là a produit comme résultat, nous aurons pour cette deuxième édition certains parlementaires qui vont assister. Nous aurons également le ministère des hydrocarbures qui va s'impliquer, le secrétariat général aux hydrocarbures, l'administration de l'État qui gère ces secteurs sera associée. Et nous allons continuer le lobbying pour que, même au niveau de la présidence, que cette question soit également partagé. Et le lobbying va encore s'étendre même auprès de mouvements de société civile, que ce soit des sociétés civiles locales ou internationales, pour que cette question ne soit pas seulement vue sous un angle environnemental, mais que la question soit vue sous plusieurs angles, que ce soit les aspects liés à l'histoire, que ce soit des aspects liés au secteur de l'énergie, que ce soit des aspects liés à la société, à l'économie, pour que nous puissions réellement échanger et que le lendemain soit rassuré et assuré. Parce qu'on n'aimerait pas subir les erreurs du passé. Si aujourd'hui Mwanda est ce qu'il est, il y a plusieurs éléments qui justifient cette réalité. Mais comme l'avenir se pointe à l'horizon, on peut garder espoir et hausser les temps pour que nous puissions prendre conscience et gérer ce qu'il faut gérer. Que sera Mwanda après le pétrole? Depuis des années, nous savons que c'est la seule entreprise, Perenco, qui exploite le pétrole à Mwanda, dans cette province du Congo central. Mais est-ce qu'on peut savoir, quand nous disons Mwanda après pétrole, est-ce que nous avons des statistiques, des estimations du temps que l'exploitation du pétrole peut durer à Mwanda pour que nous puissions parler d'après pétrole? Comment entrevoyez-vous cette durée d'exploitation et l'après, il peut intervenir vers quelles années? Les entreprises pétrolières sont suffisamment informées. Elles ont suffisamment de données sur leurs activités, sur l'exploitation ou la production pétrolière. Elles ont les statistiques, elles ont les études qui leur donnent opportunité de continuer à investir, de continuer à travailler. Peut-être c'est au niveau du gouvernement ou c'est au niveau de la population où il n'y a pas suffisamment d'informations.
sur cette question. Nous pouvons observer, nous pouvons voir qu'aujourd'hui, dans certains champs, on a installé maintenant des pompes cheval. Des pompes cheval, si vous arrivez à Monde, vous allez voir des choses qui font comme ça. Et lorsqu'on installe ce genre de dispositifs, ça démontre que le champ est marginal. C'est-à-dire on utilise, on approche vers la fin, donc les champs est à fin de vie. On approche déjà. Et lorsqu'on approche les champs et à fin de vie, on utilise d'autres méthodes juste pour stimuler. Fraction hydraulique et autres méthodes, les producteurs le savent, pour stimuler la production. Et en faisant cela, au travers même le contrat, il y a certains contrats qui durent, ils sont maintenant à 25 ans ou 30 ans. Et de tels éléments nous poussent aujourd'hui à alerter l'opinion sur la fin probable de l'exploitation pétrolière. Le pétrole peut être encore là, mais ça ne pourrait plus avoir la valeur économique. Parce que les entreprises qui viennent, ils doivent s'assurer du réserve et dégager des aspects liés à l'économie avant d'exploiter. Le pétrole serait toujours là parce que c'est une énergie, c'est une matière organique qui se décompose et ainsi de suite. Mais l'intérêt pourrait diminuer et que l'entreprise qui investit assez de moyens peut plier bagage. Alors dans ces conditions-là, comment nous allons gérer cette question? Parce que Perenco partira et Mwanda va rester. Comment nous allons gérer cette question? C'est là où nous devons pousser des idées, nous devons avoir des éléments nécessaires qui pourront nous renseigner sur cet aspect des choses. Nous sommes déjà à l'ère après pétrole. Ce n'est plus un tabou. Quand nous disons l'ère après pétrole, ce n'est pas pour intimider qui que ce soit. Ce n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo. Nous voyons même sous d'autres cieux, que ce soit ici en Afrique, certaines entreprises pétrolières ont maintenant des départements dans les énergies renouvelables. Total Énergie, aujourd'hui est devenu Total Énergie. Ce n'est plus un secret pour personne. L'Institut du pétrole et du gaz a maintenant un département qui forme sur les énergies renouvelables. J'allais d'ailleurs dire qu'il fallait fermer l'IPG. Non, il ne faudrait pas fermer parce que la science, est évolutive. Oui. L'homme c'est un amoïbos, c'est un être changeant. Il est appelé à s'adapter parce que dans l'environnement, si on ne s'adapte pas, on doit mitiguer. Alors il faut s'adapter et en s'adaptant, nous adoptons également de nouvelles attitudes, de nouvelles stratégies, surtout avec des questions liées au changement climatique. Nous sommes invités à utiliser rationnellement nos ressources, également à atténuer les impacts. Et que ce n'est pas du tout mauvais, dès lors que la RDC possède d'énormes potentiels en énergie renouvelable, d'avoir aussi un pas dans ce secteur. Alors, d'où proviendra le fonds nécessaire pour migrer? Nous devons suffisamment exploiter l'or noir et pour avoir le fonds afin de booster l'industrie des énergies renouvelables. Et c'est là d'ailleurs qu'intervient aussi ces fameux fonds de génération future. Certainement, le fonds de génération future pourra servir pour beaucoup de choses. Que ce soit pour mener des études, que ce soit pour soutenir le projet dans l'industrie des énergies renouvelables, ça peut servir pour des actions liées à la société. Ça peut servir pour beaucoup de choses, comme nous le voyons avec le fonds minier qui réhabilite les écoles, les fonds miniers qui arrangent parfois des routes. Donc le fonds des hydrocarbures aussi peut soulager tant soit peu tout ce que nous connaissons comme problème, que ce soit au niveau de Mwanda. Et ça peut également redonner le sourire à ceux qui pensent que le pétrole serait une malédiction. Vous êtes un produit de l'Institut du pétrole et du gaz. Vous avez fait la pétrochimie Le raffinage de pétrochimie. Le raffinage de pétrochimie. Alors, venons-en à l'exploitation du pétrole à Mwanda. Essayez d'effleurer cette question. Nous l'avons déjà dit en passant. 20 000 barils le jour produits par Perenco. Les chiffres est-il réel? Il est marginalisé, il est minoré. En tant qu'expert en la matière, est-ce que vous avez une idée sur l'exploitation, sur la production réelle d'une telle entreprise depuis des années? Contrairement à l'opinion publique qui penserait que l'entreprise serait en train de biaiser les chiffres, nous leur disons de s'apaiser. Ce sont des entreprises qui évoluent pas seulement en RDC. Si l'entreprise va biaiser les chiffres en RDC, il va aussi biaiser les chiffres au Gabon ou au Congo-Brazza. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir les informations à la source.
Si vous ne voulez pas consulter l'entreprise qui exploite, vous pouvez consulter ITA ou d'autres structures de l'État, le secrétariat général aux hydrocarbures, les informations y est. Régulièrement, les entreprises produisent des rapports pour justifier leurs activités. Donc, moi, j'aimerais bien dire aux gens de s'apaiser. Ce sont des statistiques vraies, ce sont des informations vraies parce que nous avons des Congolais qui travaillent là-bas. Nous pouvons les appeler pour demander qu'est-ce qui se passe. Ce sont des Congolais qui gèrent tout ce qui est pompe, tout ce qui est usine, tout ce qui est équipement là-bas. Nous pouvons avoir des informations vraies. Mais l'État aussi peut améliorer ces structures d'accompagnement, l'inspection et tout ce qui va avec, tout le service qui accompagne l'exploitation pétrolière pour essayer un peu de veiller sur l'évolution. Mais nous avons, la RDC a une opportunité d'accroître le volume, sa production, parce que nous avons du potentiel. Nous avons du potentiel. À un certain moment, nous devons quitter le dire pour l'agir. Nous sommes entourés de 9 pays voisins et 5 ont de raffineries. Nous sommes entourés de certains pays aujourd'hui qui ont une production journalière supérieure à la nôtre. Alors, ils n'ont pas 1000 têtes, ils n'ont pas 50 têtes. Ce sont des Africains. Parfois, nous sommes issus du royaume Congo. Nous sommes issus du royaume Congo. Alors, nous pouvons mieux faire. Nous avons de l'expertise aujourd'hui. Nous sommes en train de pouiller pour que cette volonté politique, il y en a, mais nous voulons encore que cette volonté politique se manifeste davantage. Nous voulons que l'intérêt et que nous comprenions qu'il n'y a pas de développement sans énergie et qu'aujourd'hui, le pétrole a encore sa place de noblesse dans l'industrie ou dans les concerts de nations. Même si on lutte contre les énergies fossiles qui polluent l'environnement. Ce qui est vrai, on ne lutterait pas pour stopper la production pétrolière. À la limite, en toute rationalité, on peut proposer de quelle manière atténuer des effets négatifs. Là, le débat devient intéressant. Parce que le pétrole, c'est un peu comme le sang qui coule dans nos veines. Notre vie est liée. Si nous devons réduire la production pétrolière ou l'influence du pétrole dans le secteur du transport, et qu'en est-il dans le secteur pharmaceutique ou de la mode? Le pétrole résume notre vie sur Terre. Alors, il y a moyen d'atténuer son impact en diversifiant l'économie, surtout sur le plan de l'électricité. Nous en avons, on a du potentiel. On peut diversifier et sous ce point, nous pouvons garantir, assurer une protection de l'environnement. Donc, ceux qui s'acharnent contre le pétrole puissent encore garder leur mal en patience parce que le pétrole, il va encore être exploité jusqu'à plusieurs années après encore. En Afrique, nous avons besoin du pétrole. Et ce n'est pas moi qui le déclare. Il y a également la PO, l'Organisation des pays producteurs du pétrole, à la veille du COP 28, a fait une déclaration pour recadrer toutes les personnes qui penseraient que l'Afrique devrait migrer directement et abandonner les énergies renouvelables. C'est injuste. C'est une nouvelle manière de coloniser les Africains. Nous devons, il n'y a aucun traité ou une convention internationale qui interdise l'exploitation pétrolière jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux-là qui utilisent parfois de stratégies plus graves, mais ils les font pour soutenir leurs économies, ils ne sont pas empêchés. Le pétrole des schistes est exploité ailleurs, ils ne sont pas empêchés. Le gaz est exploité ailleurs. Pour autant, il est polluant. Mais pourquoi lorsque le Congo doit assurer une phase administrative sur les appels d'offres, ça doit déranger certaines officines? Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui que les Africains comprennent qu'il n'y a pas de développement sans énergie et nous devons exploiter nos ressources localement également pour essayer un peu de se faire respecter. Et par là, nous saluons tout ce que Dangote est en train de faire au Nigeria avec sa raffinerie et tout ce que M. Ledia est en train de faire avec le groupe Ledia, Surestrum et autres entreprises. Nous les encourageons. Nous avons besoin des Africains comme ça qui peuvent également exploiter et valoriser nos ressources. Il y a encore les pétroles. Si nous parlons uniquement de la République démocratique du Congo, il y a encore des zones pétrolières qui sont encore
qui ne sont pas encore exploités en fait. Et donc l'exploitation du pétrole a encore la vie en République démocratique du Congo. L'exploitation du pétrole a encore la vie sur le potentiel que nous avons, les différents bassins, le bassin côtier, les bassins de la cuvette centrale et la partie est du Rif est africain. Nous avons du potentiel et pratiquement c'est 3% qui est exploité, 4 ou 3%. Nous avons du potentiel et nous devons appuyer sur cette machine pour exploiter rationnellement, j'insiste. Et nous avons de l'expertise aujourd'hui. La RDC a de la main-d'œuvre qu'il faut. Et pratiquement chaque année, la RDC produit des ingénieurs. Nous avons des professeurs. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous ne cesserons de militer pour que cette exploitation soit effective au niveau de la cuvette et au niveau de la partie est. Que le lac Kivu, où il y a une quantité énorme du gaz méthane et du dioxyde de carbone qui pourrissent, qui s'accumulent, qui arrivent même à occasionner des catastrophes naturelles en tuant des poissons, un danger, que cela soit exploité et produire de l'électricité. Donc nous sommes en train vraiment de militer pour que nos ressources soient exploitées ici et afin de se faire respecter et de redresser les fronts longtemps courbés comme notre hymne national le déclare. Ingénieur, deuxième conférence, les Mwanda après pétrole. Déjà, comme nous l'avions dit tantôt, la première édition a vécu, nous sommes maintenant à la deuxième édition et il faut continuer à sensibiliser, vous l'avez dit, il faut continuer à réfléchir sur l'après-pétrole. Non seulement à Mwanda, mais en Afrique peut-être aussi, parce que bon, ce qui se passe en RDC n'est pas isolé, parce que ça se passe également ailleurs à travers toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, quelles sont les réalités de l'exploitation du pétrole au niveau de Mwanda? Est-ce que le Mwanda vit réellement de l'exploitation du pétrole? Bon, le constat est grave que Mwanda n'a pas la taille d'une ville pétrolifère. C'est ça qui nous pousse aujourd'hui à réfléchir et à comprendre qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce que les entreprises pétrolières payent régulièrement leurs taxes et des redevances pétrolières. Mais qu'est-ce qui justifie que la vie à Mwanda n'est pas parfois dans de très bonnes conditions, où l'électricité n'y est pas, l'eau potable, il y a beaucoup de soucis. Et nous nous disons que ce qui est arrivé est arrivé. Il y a lieu d'améliorer notre manière de voir les choses. Il y a lieu de concilier deux extrémités nécessaires, les scientifiques et les décideurs, pour qu'ensemble nous puissions apporter de réponses nécessaires à cette question de la gestion de la rente pétrolière. C'est une gestion parfois très complexe et il y a plusieurs pays d'Afrique aussi qui parfois ont du mal à gérer cette question, bien que le Congo-Brazza a une production supérieure à la nôtre, mais il y a également des problèmes. Il y a la population aussi parfois qui se plaint, le Gabon, le Nigeria. C'est une question qui est très complexe. Alors nous voulons réunir les extrémités pour que les intelligences soient produites afin de répondre suffisamment à cette question et de garantir l'avenir de Mwanda. Parce qu'aujourd'hui, Mwanda c'est un territoire. Mwanda, il n'y a pas que des autochtones dedans. Il y a également d'autres personnes qui fréquentent Mwanda. Donc Mwanda c'est un symbole de notre pays. Mwanda incarne l'histoire du secteur pétrolier congolais. Alors nous avons intérêt à tout faire pour que cette ville puisse quand même avoir un niveau intéressant. Aujourd'hui, Kolwezi, les gens apprécient ce qui se passe. Et Lubumbashi, par exemple, et d'autres villes, Goma, par exemple, la ville la plus propre de la RDC. Et pourquoi pas Mwanda aussi pourrait devenir une ville stratégique, parce que Mwanda a tout ce qu'il faut pour avoir une très belle image. Mwanda l'embouchure, Mwanda la plage, Mwanda mangrove, tout ce que nous connaissons. Mwanda, c'est une ville historique où sont passés les esclaves. Tout ça, ça peut booster de l'économie circulaire également de cette ville de Mwanda. Donc voilà un peu la raison qui nous pousse à parler de cette question, à vouloir mener un lobbying, et nous espérons fermement
que les choses peuvent changer et cela changera. Tout dernièrement, il y a les réseaux des observateurs indépendants des ressources naturelles qui a dénoncé l'exploitation illégale du bois dans les territoires de Bolomba. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Nous allons voir ce qu'ils ont dit lors de cette conférence de presse qu'ils ont animée dernièrement et nous allons revenir juste après ce reportage. Voilà, ingénieur, vous avez vu le reportage qui nous parle de l'exploitation illégale du bois dans les territoires de Bolomba, dans la province de l'Équateur. Les réseaux nationaux des observateurs indépendants des ressources naturelles dénoncent une exploitation illégale par les sociétés Kokiba Fode et Sifor. Est-ce que cette exploitation illégale peut se transposer aussi vers l'exploitation illégale des ressources pétrolières? Dans le secteur pétrolier, on parle plutôt de la contrebande. On parle également, bref, c'est une exploitation hors norme, ça existe et c'est un fléau mondial aussi. Même de grandes nations pétrolières, Irak et tout, elles sont parfois confrontées à cette question. Voilà pourquoi nous appelons le responsable, les autorités, les décideurs à une gestion rationnelle, à faire appliquer la loi. Et comme le disait un professeur, au Congo, ce n'est pas les lois qui nous manquent, nous en avons assez d'applications. Et quand quelqu'un évolue dans cette pratique et qu'il est appréhendé, il doit subir la rigueur de la loi. Et quand les gens sont punis comme ça, ils sont traduits en justice, ils sont condamnés et arrêtés. Et ça peut quand même interdire d'autres personnes à ne pas le faire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une entreprise nationale de bois. Pour autant, ça pouvait nous aider aussi à développer une chaîne de valeur en cette matière et à donner également de l'emploi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se donnent à ce genre de pratiques sous prétexte des manques d'emploi. Et on se demande pourquoi la RDC, nous n'avons pas une industrie de bois. Et qu'est-ce qui manque? Est-ce que il faut la permission de quelqu'un pour que cela soit effectif? Au-delà de la protection, nous devons également associer une exploitation rationnelle. Comme cela se passe ailleurs, nous exportons tout, même le cahier, nous exportons tout, des cure-dents. Pour autant, on pouvait également développer une chaîne de valeur nécessaire avec de ressources forestières. Toute exploitation des ressources naturelles a un impact sur l'environnement. Nous parlons de Mwanda après pétrole, de cette deuxième édition. Quels sont les problèmes environnementaux qui sont le plus souvent relevés par rapport à l'exploitation du pétrole à Mwanda et quels sont les remèdes qui sont prévus par rapport à cela? Les problèmes environnementaux sont complexes. Ils sont complexes, mais quand nous parlons de Mwanda, il y a d'abord la pollution qui nous vient en tête, bien que la pollution, au-delà d'être constatée par l'essence, la pollution se démontre. Et nous demandons aux autorités de mener de recherches pour essayer un peu de se rendre compte de la pollution de l'air, du sol, de l'eau de Mwanda pour enfin penser à y remédier. Bon, nous apprenons que l'entreprise exploitante initie de projets de reboisement, mais c'est insignifiant par rapport aux problèmes que la population est en train de subir. Il faudrait de gros moyens. De marée noire, par exemple, comme on le voit. Question de marée noire, personnellement, je n'ai jamais appris, mais certains pêcheurs se plaignent que dans leurs activités quotidiennes, ils arrivent à pêcher des poissons. Quand vous mangez les poissons, vous sentez du carburant. Vous sentez du carburant. Et donc cela atteste qu'il y a de la pollution. Mais à une certaine période, c'était une question qui a été débattue au niveau du Sénat, cette question de la pollution. Et nous espérons que cela doit être remis en table pour essayer un peu de protéger, de préserver la vie des autochtones. Certains meurent à petit feu. Et il faudrait tenir compte de cet aspect. S'il faut reboiser, il faut reboiser. S'il faut retaper d'autres milieux, il faudrait déjà y penser. Et la loi sur les hydrocarbures parle de coûts d'abandon. Lorsque l'exploitation pétrolière finira, et que deviendraient tous ces puits-là? Alors il faudrait y penser
et quels sont les mécanismes qu'il faut faire, comment il faut remédier, comment il faut régénérer le sol. Il faudrait y penser maintenant. Voilà, toutes ces questions-là, d'une certaine manière, seront débattues et ça constitue les éléments pour nous à poursuivre le lobbying. Ingénieur, Mwanda après pétrole, deuxième édition, c'est de quand à quand? La conférence est prévue le 26 octobre. Nous allons quitter Kinshasa le 24 avec une délégation, avec ceux qui vont participer, à ceux qui s'inscrivent, ceux qui peuvent aller visiter Mwanda, les étudiants, les chercheurs, les professeurs d'université. C'est aussi une occasion pour vous de faire un petit tour. J'aime bien le dire, Kinshasa est à Congoté. Donc c'est nécessaire de visiter Kinshasa, de visiter le Congo profond. Et nous allons partir et revenir les dimanches. Et il y aura une délégation qui viendra également de Matadi, de Boma. Et voilà, on va se retrouver à Mwanda le 26 pour réfléchir. Et après, nous allons retourner à Kinshasa pour continuer le lobbying. Madame, Messieurs, la deuxième édition de Mwanda après pétrole, vous l'avez entendu, c'est le 26 octobre 2024. C'est donc dans plus ou moins 2 semaines. Et donc le rendez-vous est pris. Ingénieur, que dire pour conclure, pour boucler en tout cas avec cette émission qui donne les perspectives d'un bon Mwanda entre guillemets après le pétrole? Merci à vous. Encore une fois, merci à tous les Congolais qui nous soutiennent. Merci à ceux qui comprennent que nous devons agir. Nous sommes de cette génération qui pense que nous ne sommes pas que des touristes sur cette terre des hommes, mais nous avons une mission à accomplir. Et si la mission serait d'éveiller la conscience, nous allons le faire. Et nous résumons cette initiative Mwanda après pétrole en disant que l'après-pétrole se prépare maintenant. Et tout celui qui va se joindre en nous, c'est quelqu'un qui va réellement travailler et qui sera récompensé par la nature. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui produira de fruits demain. Sinon, encore une fois, un grand merci à vous. Merci à vous aussi, merci à vous, Madame, Messieurs, qui avez suivi cette émission, qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. La deuxième édition de la conférence Mwanda après pétrole, c'est le 26 octobre à Mwanda, comme nous le disons. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement. Cet environnement qui ne doit pas brûler, parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt. Mwanda, la seule ville de la RDC où se passent les activités pétrolières des grandes envergures depuis plus de 30 ans. Que serait Mwanda sans le pétrole? À quoi ressemble Mwanda à l'heure du pétrole? Peut-on imaginer un monde sans pétrole? Bientôt, retrouvez la conférence scientifique Mwanda après pétrole, deuxième édition, le 26 octobre à Mwanda, dans la province du Congo central. Mwanda après pétrole, un cadre de réflexion sur l'avenir énergétique de cette partie de la RDC et les notions du développement durable. Visitez Mwanda, participez à cette activité. Contactez +243 82 03 49 725 fhydrocar@gmail.com focus-hydrocarbures.org. Mwanda mérite mieux.